On le constate ces temps-ci, pour plusieurs États, le vieillissement de la population est un enjeu considérable. Son impact se fait bien sûr sentir sur les politiques nationales, mais aussi, et c'est ce que nous abordons aujourd'hui, sur le jeu géopolitique mondial. Selon un rapport de l'ONU, la population mondiale devrait s'élever à 9,7 milliards en 2050. Or, le rapport confirme aussi le vieillissement de la population mondiale en raison de la croissance de l'espérance de vie et de la baisse du taux de fécondité. Du côté de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, une personne sur 4 aurait en 2050 65 ans ou plus. La Chine, quant à elle, subit durement les contre-coups de sa politique de l'enfant unique qui a duré de 1979 à 2015. Sa population particulièrement vieillissante devrait culminer en 2027 pour ensuite aller en diminuant. Pendant les 30 prochaines années, la population de l'Afrique subsaharienne devrait doubler. Et du côté du Québec, selon l'Institut de la statistique, un Québécois sur 3 sera aîné en 2066, une des pires moyennes en Occident. Le vieillissement de la population mondiale a un effet sur les économies, sur les systèmes financiers, sur les budgets gouvernementaux, même sur les budgets militaires. Certains experts affirment même que notre modèle de croissance économique qui est basé sur la consommation ne sera plus soutenable d'ici quelques années. En effet, la diminution de la population active réduit la demande en biens et services, non seulement par les ménages, mais aussi par les entreprises et les gouvernements. Cette situation peut être ajustée par des politiques fiscales et monétaires, mais il y a une limite à l'intervention des États pour stimuler l'économie. Pour générer du capital humain, il demeure que les États ont besoin d'une population active prépondérante et ils ne peuvent pas tout simplement inventer des humains. Il est probable, selon ces experts, qu'on soit en train d'assister à la fin d'une ère économique, avec toutes les perturbations de l'ordre mondial que ça impliquerait. Les réactions des États face au vieillissement de la population varient selon plusieurs facteurs. Les cas du Canada et du Japon, qui adoptent deux postures complètement différentes, exposent bien le spectre des possibilités. Le Canada mise sur l'immigration pour assurer le développement de sa population active. Selon le rapport annuel de 2019 d'Immigration Canada, le pays accueillit 321 000 résidents permanents en 2018. En 2017, il en avait accueilli 286 000. Selon le plan ministériel, ce nombre doit passer à 350 000 d'ici 2021. Du côté du Japon, rien de tel. La population du pays a culminé en 2004 à 127,8 millions d'habitants et chaque année, il en perd 400 000. Le Japon a la population la plus vieille du monde. Contrairement au Canada, il a longtemps refusé de recourir à l'immigration pour développer sa population active. Dernièrement, le gouvernement japonais a autorisé plus de travailleurs étrangers à venir sur l'île, mais ça demeure encore marginal. Le Japon, pour faire face au vieillissement de sa population, a plutôt misé sur la robotisation. En 2025, il est estimé que les investissements dans ce domaine s'élèvent à 90 milliards de dollars. C'est pratiquement le 10e du budget du gouvernement pour l'année 2020. D'ici 2025, le gouvernement prévoit que le vieillissement de la population sera tel que 4 millions d'infirmiers et d'infirmières deviendront nécessaires. Ainsi, le principal secteur de développement de la robotique est le secteur médical, loin devant les secteurs industriels, technologiques et agroalimentaires. Pour chaque tranche de 10 000 salariés, le Japon compte près de 1280 robots. Dans le milieu hospitalier, ils assistent les chirurgiens, ils préparent et délivrent des médicaments aux patients. Ils tiennent compagnie aux gens souffrant d'Alzheimer, ils calment leur anxiété et leur démence. Dans certaines maisons de retraite, ils prédisent le moment où le patient doit aller aux toilettes. Ils les soulèvent de leur lit, les déplacent, leur servent de guide pour s'y rendre et les assistent une fois rendus. Comme l'immigration et la diversité pour le Canada, la robotisation et la technologie sont devenues une véritable fierté nationale pour le Japon. Néanmoins, en ne développant pas sa population active, le vieillissement de la population japonaise continue sa lancée. L'enjeu est contourné plus qu'il n'est confronté, en quelque sorte. Pour le Canada, le vieillissement de la population a aussi un impact sur nos relations avec les États-Unis et le Mexique. Selon certains experts, il compte parmi les facteurs déterminants qui expliquent les changements au nouvel ALENA. Pendant la guerre froide, le Canada était un partenaire stratégique des États-Unis, notamment parce que les bombardiers et missiles soviétiques devaient survoler le territoire canadien avant d'atteindre le territoire américain. L'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles de Ronald Reagan, incluait le Canada pour des raisons de sécurité nationale.
Lorsque l'ALENA est signé en 1992, il incluait des clauses qui protégeaient certains secteurs de l'économie canadienne et qui, par le fait même, défavorisaient ces mêmes secteurs de l'économie américaine. Seulement en 2020, le contexte a changé. La guerre froide est terminée. Le Canada n'est plus le partenaire stratégique qu'il était à l'époque. 80% de sa production domestique est exportée aux États-Unis, notamment parce que sa population active n'est pas assez nombreuse pour la consommer. Dans les faits, le Canada est désormais perçu comme un compétiteur. Un compétiteur qui, à cause de ses chasses gardées incluses dans l'ALENA, profitait d'un avantage inéquitable envers les travailleurs américains. Les circonstances ont évolué et les États-Unis n'ont plus la même indulgence qu'en 92, d'autant plus que depuis 2018, le principal partenaire commercial des États-Unis est devenu le Mexique. Le Canada a été déclassé. Or, le Mexique peut compter sur une population active prépondérante, dont la majorité a moins de 40 ans. Elle représente une main-d'œuvre généralement peu qualifiée, au salaire peu élevé. Elle travaille surtout dans des secteurs primaires et secondaires de l'économie. Aux États-Unis, en contrepartie, la population active est généralement plus qualifiée et mieux payée. Elle travaille beaucoup plus dans les secteurs tertiaires de l'économie. Ainsi, notamment en raison de facteurs démographiques, les marchés du Mexique et des États-Unis sont devenus complémentaires, alors que ceux du Canada et des États-Unis sont devenus rivaux. Les pays dont les populations sont plus jeunes bénéficient d'opportunités de développement. Le poids de la population active rend la création de richesses plus probable, mais il faut néanmoins, pour qu'elle se matérialise, que la société offre des opportunités d'emploi. Si les gouvernements répondent adéquatement, alors ils peuvent améliorer les conditions sociales de leur population, réduire leur dépendance économique et politique et augmenter leur poids géopolitique. Mais si ces gouvernements ratent le bateau, alors ils exacerbent les risques de tensions internes, d'émigration et de conflits avec leurs voisins. Une population jeune peut donc aussi représenter des facteurs de déstabilisation. Laissés à eux-mêmes dans une société qui n'est pas capable de les intégrer, les surplus d'adolescents et de jeunes adultes vont se retourner vers d'autres débouchés que le marché du travail. Ce facteur démographique est considéré par certains experts comme étant directement lié à l'essor des groupes islamiques radicaux au Moyen-Orient. Ça expliquerait aussi l'immense pression vécue par les États européens lors de la crise migratoire dans les années 2010, qui a causé des divisions et des tensions diplomatiques importantes. Tous ces jeunes qui fuient vers l'Europe pourraient certainement augmenter la population active des pays qui les reçoivent. Certains sont donc motivés à les accueillir massivement. Ils exhortent les gouvernements à améliorer les politiques d'intégration. Seulement, les capacités des gouvernements demeurent parfois limitées. Si ces jeunes ne sont pas intégrés, ils ne participeront pas au marché du travail et risquent de devenir une charge supplémentaire sur le filet social. L'immigration, qui vise d'abord au développement de la population active, perd alors de son sens. Le dilemme est posé en Europe, alors il se pose aussi au Canada et au Québec. C'est difficile et délicat, mais le vieillissement de la population oblige les États à confronter ce dilemme, au risque de devenir tout à fait impuissants devant l'ampleur du phénomène. Au final, le vieillissement de la population ne se limite pas à des considérations budgétaires ou aux soins réservés aux aînés. Les ramifications sont profondes sur la scène internationale. L'élan collectif actuel pour améliorer les conditions de vie de nos aînés est très noble et nécessaire, mais il doit s'inscrire dans un plan plus large et complet sur la manière dont nous allons affronter cet énorme défi qui se pointe à l'horizon. Beaucoup de choses sont en jeu, et à certains égards, il en va de l'avenir de notre société. C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média 100% indépendant financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes, vous pouvez nous aider en cliquant « J'aime », en partageant avec vos amis ou encore en devenant membre exclusif. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à une capsule à chaque semaine et nous permettez de produire encore plus de contenu de qualité.